Bonjour les Itata, très heureux de vous retrouver pour Ces Affaires-nous, un Ces Affaires-nous qui sera aujourd'hui riche et coloré, comme mon invité. Bonjour Mirella Chantalou. Bonjour Jean-Marc Cromwell. Bonjour Com- aux téléspectateurs oui. également. Comment allez-vous? Moi, merveilleusement, merci. Alors je vois une reine habillée tout en bleu, avec des plumes, avec... Qu'est-ce que vous nous présentez là comme tableau? Alors, en fait, j'ai toujours plaisir à être bien vêtu. Ça, c'est une habitude que je pense que tout le monde connaît et a identifiée. Par plaisir, et que c'est aussi une politesse vis-à-vis de l'autre. Et quand on est quelqu'un qui en plus évolue, qui aime la mode, qui évolue dans la communication, ça vient tout naturellement. C'est naturel chez moi et ça se poursuit tout naturellement. Alors je pense que certains téléspectateurs vous ont tout de suite reconnu, puisqu'on vous a souvent vu, on va dire, dans des manifestations nocturnes, là, autour du monde de la nuit. Mais on va voir au cours de cette émission que vous êtes beaucoup plus qu'un astre de la nuit. Absolument, je brille également ailleurs, on va dire ça comme ça. Alors, on a coutume de démarrer le parcours par une photo, mais là, avant ça, je voudrais savoir ce que vous faites aujourd'hui. Quelle est votre activité principale? Parce qu'on va le voir, vous êtes quelqu'un d'extrêmement éclectique. Alors, j'ai une double activité de consultante en communication et en marketing qui m'amène à accompagner des sociétés, d'accompagner des étudiants et de former dans les mêmes domaines. Et puis l'activité salariée dans une institution locale au service communication. Avec bien sûr toujours beaucoup de projets en tête. Oui, je crois que c'est ça qui me motive et qui tient tout le monde. Je crois que plus on a des idées, plus on a des choses à faire, plus on va loin, même physiquement. Et ça maintient le corps. Et on a souvent vu des gens qui, une fois qu'ils ont arrêté leur activité, que leur corps se relâchait et on apprenait quelques temps après la retraite qu'un tel ou une telle était décédé. Et puis, je suis naturellement comme ça. Je pétille, je bouillonne d'idées et parfois on ne peut pas tous les mettre en œuvre tout de suite, mais les idées sont là. Alors on va découvrir votre parcours à travers la première rubrique de cette émission, Kimounouye. Alors on a déjà une petite idée de qui vous êtes, mais si vous deviez vous définir en quelques mots, la personnalité Mirella Chantalou. Alors, Mirella Chantalou, quelqu'un qui aime, mon Dieu, comment vais-je dire ça, qui est qui est une passionnée avec ses avantages et ses inconvénients, qui aime la joie, et ça aussi explique une partie de mon activité, rigoureuse, donc à la fois un doux équilibre qui peut sembler étonnant, mais c'est nécessaire dans les métiers que j'exerce, à la fois mélanger de la créativité, de l'inventivité et de la rigueur. Puisque mon activité est tout essentiellement autour de la conduite de projet, on voit la dimension festive. Je ne fais pas que ça d'une part, et d'autre part, il ne faut pas garder de l'élément festif un élément paillette. Puisque pour mener ce métier, pour mener ces activités, cela vous demande de combiner plusieurs compétences. Et mon parcours d'études m'a permis de combiner ces expériences, d'avoir cette valeur ajoutée qui me sert énormément et qui fait que les événements que je vais organiser, la raison pour laquelle on est venu me chercher pour cela, et que les événements que j'organise ont à chaque fois remporter du succès parce qu'il y a de la rigueur, il y a de l'organisation, de la réflexion. Il vous faut à la fois gérer des budgets, gérer des hommes, gérer des équipes, accompagner un chef d'entreprise ou un individu parce que les événements sont à la fois de l'ordre du privé et de l'ordre institutionnel. Alors on va vivre votre parcours à travers des photos et des vidéos, mais vous avez voulu, originalité, propre à Mirella Chantalou, démarrer par une citation qu'on va voir et que je vais vous laisser commenter. L'éducation est l'homme la plus puissante Vous l'avez derrière moi pour changer le monde. C'est une phrase de Mandela que je trouve très forte et qui a tout son sens, qui plus est de nos jours où les choses sont un peu chahutées. Et qu'il faut avoir une verticalité pour pouvoir tenir contre les vents et marées de l'époque, des époques que nous vivons successivement et des incidents qui peuvent à chaque fois intervenir parce qu'on n'a plus ces parcours qui pouvaient être rectilignes, que nos parents ont connus. Aujourd'hui, vous êtes amenés à vous adapter en permanence au marché par votre formation, par vos lectures, par tout ce que vous pouvez amener en éléments supplémentaires pour avancer. Et l'éducation, et là-dedans je mets à la fois la dimension scolaire, universitaire, mais également ce que vous avez pu recevoir des autres, déjà de vos parents. Et on disait à l'époque, dans le village africain, que l'éducation, c'est tout le monde qui la faisait. Et aujourd'hui, plus que jamais,
puisque vous avez les étudiants qui sont, les jeunes, tout le monde qui est un petit peu assujetti à l'influence de l'Internet. Donc l'éducation des parents est parfois contrecarrée par ce que l'enfant peut voir ailleurs, et donc il faut lui donner des points de repère pour qu'il puisse jauger les choses et prendre une décision. Je pense que beaucoup de parents sont confrontés à cela, et je l'ai vu parce que j'enseigne également effectivement au travers des étudiants que j'accompagne, et je le vois quotidiennement. Et l'éducation à laquelle j'ajouterais une personnalité, une volonté de faire, et donc pour compléter cette fameuse phrase qui est effectivement de Nelson Mandela que j'apprécie beaucoup. Nelson Mandela, qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans cette émission, mais Oui. on va revenir au début, Mirella Chantalou. Et au début, il y avait cette dame qu'on va découvrir en photo. Vous allez la voir derrière moi. Oui, oui. C'est ma mère, effectivement. Une dame qui a élevé 7 enfants, qui est multifonction, multicompétence, qui a combiné des métiers tant de la restauration que de la couture, et qui m'a amené à baigner dans un univers de rigueur. C'est-à-dire qu'une éducation très stricte, 7 enfants à élever. Dans la très belle commune de Font-Saint-Denis. Absolument, charmante commune que j'appelle souvent, enfin, quand j'en parle, je dis mes vertes collines, parce que c'est une commune qui est riche de végétation, de fruits, d'une nature exubérante, luxuriante, et qui permettent d'être à la fois à proximité de l'eau avec les rivières, les cours d'eau, les cascades, d'avoir des fruits, des légumes à volonté, et de l'autre d'avoir la mer non loin. Et ce sont des choses qui me plaisent énormément, parce que je suis très très proche de la nature. C'est-à-dire que on peut avoir l'image de la personne qui évolue de la nuit, mais je ne fais pas que ça déjà. Et pour pouvoir exercer ce métier, il ne faut pas sortir tout le temps déjà. Mais j'aime le sport, et je fais du sport tous les jours. Et j'aime aller dans la nature, et je trouve que c'est un excellent moyen de se réoxygéner et d'être au contact des choses vraies. Vous parliez de l'éducation plutôt stricte et exigeante Oui. de votre maman, mais quel a été le rapport entre la jeune fille, la fillette d'abord, et ensuite la jeune fille que vous étiez avec cette maman? Alors, une mère, en fait, c'est la mère à l'ancienne, où c'est pas comme aujourd'hui où les gens doivent parler 10 000 fois pour que l'enfant écoute et entende, parce que je fais une nuance entre écouter et entendre. Elle vous regardait simplement. Vous n'auriez même pas osé mettre en cause, contredire son propos, et il y avait la volonté qu'elle avait de nous amener à faire des choses, et l'éducation qui allait avec, et les heures pour travailler, les heures pour faire le ménage, les toncettes, donc les tâches étaient réparties dans la famille, le moment d'aller au jardin, le moment du travail scolaire. Elle a toujours tenu, et ça, je la félicite pour ça, de nous donner cette rigueur-là, et qu'on a gardé tous jusqu'à présent. Et papa Chantalou, Alors, le père de Mirella, qu'on va également voir en photo. Ébéniste, qui faisait des meubles anciens, des meubles d'époque, avec donc cette activité manuelle. Donc un créatif. Et il y a beaucoup de créatifs dans ma famille, dont des artistes, des musiciens, des dessinateurs. Amoureux du sport. Donc j'ai eu l'occasion avec lui de partager. En plus, il avait un rire, mais vraiment, c'était extraordinaire. On l'entendait rire, il avait un rire communicatif, et c'était, comment s'appelle ce trompettiste de la Nouvelle-Orléans, à peu près le même genre de rire, ça me reviendra peut-être au cours de l'émission. Amateur de sport, et du coup, je suivais, à l'époque, j'étais fan de foot. L'Envol de Font-Saint-Denis avait une équipe de foot à ce moment-là? Non, pas l'Envol. Il y avait l'athlétisme qui nous a beaucoup marqué, que j'ai moi-même pratiqué. Avec la course de souvenirs, que j'ai moi-même beaucoup pratiqué en compétition. C'était le foot à l'époque, et à la grande époque de Saint-Étienne, de la Saute-Saint-Pierre. Mon père suivait des équipes, son équipe favorite, jusqu'en Guyane. Il leur payait des chaussures, etc., des équipements. Et cette passion était telle qu'on la partageait, et qu'il allait voir un match, j'allais regarder un autre. Du coup, je retrouvais mes enseignants le week-end sur les stades de foot. J'ai arrêté cela quand il y a eu le fameux match France-Allemagne, et le fameux, comment s'appelle ce tir au but qui avait eu lieu, et le Schumacher, voilà, etc. Et l'agression de Schumacher contre Battiston, la reprise de volée de trésors, exactement. etc. Et quand j'ai vu les tas
émotionnel auquel ça m'avait mise, j'ai décidé, bon, Myriella, on arrête tout ça et je me suis davantage tournée vers l'athlétisme que je pratiquais déjà, jusqu'à du coup aller suivre des stars plus tard. On en reparlera certainement. Les relations avec papa, c'était comment? Très bien parce que j'avais cette chance d'être douée pour les études et il aimait ça particulièrement. Donc j'étais soutenue par la famille à ce niveau-là et j'étais un peu sa chouchou par rapport à ça. Et donc, non, un univers joyeux, rigoureux mais joyeux, avec ce goût du déguisement. Il se déguisait pour le carnaval à la maison, pas à l'extérieur. Donc vous n'avez pas pris ça loin. Non, et ma mère créait des costumes de carnaval, etc. Donc j'ai pas pris ça très loin. Mais on restait, par contre, à la maison. On n'allait pas elle ne nous permettait pas d'aller chez les autres. On pouvait s'amuser à la maison, on ne sortait pas, on n'avait même pas le droit d'aller à la messe de minuit si on n'était pas chaperonné. Il fallait revenir tout de suite à la maison. Donc, éducation très rigoureuse. À la maison, on pouvait rire, etc. Mais cloisonné, délimité dans le périmètre de la maison. Et puis, il y avait donc les 6 frères et sœurs. Oui. On va voir d'ailleurs une photo avec une de vos sœurs. Oui, Magali, la dernière, la cadette. Voilà, tout à fait. Donc, cette vie en famille, 7 à la maison. Oui, oui. C'était organisé, c'était structuré. Chaque personne avait une tâche bien précise. Et donc, il y avait aussi les grands-parents qui étaient non loin, qui faisaient que le mercredi, on les accompagnait au jardin, un peu plus loin dans la campagne. Donc, très organisé. Et puis, des sorties joyeuses, avec des sorties à la mer en famille qui étaient assez joyeuses. Donc, belle vie de famille. Alors, on n'a pas la photo, malheureusement, avec votre soeur. Il y a un petit souci technique. Mais c'était plutôt une vie animée, une vie mouvementée, c'était beaucoup de disputes, c'était beaucoup de vie dans la nature. Bon, alors, beaucoup de vie dans la nature, de disputes, non, parce que l'éducation qu'on a reçue ne nous permettait pas d'aller dans ce sens-là. Non, c'était organisé, orchestré, structuré. Avec du sport, beaucoup d'entre nous faisions du sport, le travail scolaire, c'était... et puis ma mère qui régnait en maîtresse femme dans sa cuisine, donc chacun, moi c'était le ménage à tel endroit, ma soeur c'était tel autre chose, donc c'était réparti. Et comme à l'époque, l'éducation se faisait aussi par les enfants, ceux qui étaient plus âgés. Donc, par exemple, mon frère aîné, c'est lui qui est aussi mon parrain. Donc, l'éducation était faite aussi dans la fratrie. Très bien. Alors, la vie après, Myriella, l'adolescence et puis le départ vers les études. L'adolescence, c'est les études du collège de Saint-Pierre avec l'activité sportive. Donc, j'étais en UNSS, donc j'étais vice-championne de Martinique. À l'époque, c'était l'Union nationale du sport scolaire. Absolument, l'UNSS, effectivement. Et donc, je combine à la fois le sport que j'aimais beaucoup, donc des compétitions, et la partie études. Et j'avais, jusqu'au point, petite anecdote, j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs avec qui je suis restée en relation jusqu'à présent. Et je citerai Madame Blamèble, qui est agrégée de français, agrégée de latin, agrégée d'allemand, et qui a eu comme professeur le maître Capello-Vici. Je ne sais pas si vous vous rappelez Jean-Marc, maître Capello-Vici, dans les chiffres et des lettres. Elle a été formée par ce type de personnes. Donc ce sont des gens... Francophonissime, il y a aussi des choses comme ça. Exactement, et M. Poumain, mon prof de maths. Et ces deux profs-là, quand vous les aviez, vous étiez structurés. Structurés, j'ai fait du latin. J'ai fait du latin, donc une base qui vous permet après d'aller très très loin dans vos études parce que vous avez cette charpente de départ. Et donc, à tel point que M. Blamèble, il m'envoie toujours les cartes de vœux aujourd'hui, et Mme Blamèble, qui est partie à la retraite, m'a invité à son départ à la retraite. Donc, pour dire qu'on est resté en très bons termes et que ça nous a marqué mutuellement et on est resté en relation. Et puis les études secondaires au lycée Schellcher. Et donc, pareil, il fallait, pour entrer au lycée Schellcher, qu'on venait de commune, avoir un certain niveau au niveau des notes. Donc, fort heureusement, j'avais cette opportunité-là et j'ai pu la suivre. Et les études supérieures, alors? Les études supérieures, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans, juste au moment de rentrer en terminale. Donc, il a fallu faire des choix, s'organiser. Je voulais faire sport-études. Et à l'époque, il y avait déjà des sélections. Vous ne pouvez pas faire sport-études si vous n'aviez pas fait telle filière. Vous ne pouvez pas faire... je voulais faire l'école de commerce à HEC, je ne pouvais pas rentrer faire la prépa parce que j'étais en série B économie. Donc j'ai rebondi avec d'abord des études de communication. Je suis partie à Bordeaux faire des études de communication. Après, je suis rapidement venue sur Paris. Et donc là, il y a des anecdotes croustillantes.
de voir sur De Gaulle, où j'étais l'une des rares Antillaises qui était dans la promo, et j'ai eu la meilleure note ce jour-là. Et je voyais toutes les têtes. En plus, le professeur remettait les notes par ordre croissant. Et donc, plus ça allait, puis on voyait que ma copine n'était pas parmi les plus mauvaises. Oui. Donc, j'ai eu finalement la meilleure note, et avec pléthore de compliments. Et j'ai vu des réactions, puisque l'établissement était dans le 6e arrondissement à l'époque. Et il y a une jeune femme qui est venue vers moi. Ah, c'est toi, Mireille, là, j'ai dit oui. Ah, c'est toi qui as eu 17 pour sur De Gaulle. J'ai dit oui. Et tu as eu ton Bakou en Martinique. J'ai failli lui répondre, parce que puisqu'on est au Suisse de la Martinique, je me viens de la Martinique, le cerveau est cramoisi par le soleil. Non, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir un parcours universitaire et école d'ingénieur, école de commerce après, diocèse de gestion. J'ai préparé l'agrégation d'économie. Donc c'est pour ça que les gens... C'est pas que je dis que ce que je fais aujourd'hui a été structuré par tout cela et que j'accompagne les entreprises dans leur stratégie. J'enseigne les mêmes choses parce que j'ai ce parcours universitaire et d'école de commerce et d'école d'ingénieur. Tant et si bien que quand j'ai fait l'école polytechnique féminine, j'étais dans une section, les formateurs sont venus me voir, me demander d'enseigner dans l'autre section, niveau 3e cycle en même temps. Donc, la chance de combiner ces différents aspects. Alors, on va revenir à votre activité professionnelle dans un instant, mais on va faire une pause que j'appelle grands événements. Et on va commencer par une vidéo qui va sans doute donner des frissons à beaucoup d'entre vous. On regarde et puis on revient en plateau. Marie-Josée au couloir numéro 3, Merlène Autet au couloir numéro 5. Marie-Josée en bleu, Merlène Autet dans les couleurs de la Jamaïque, jaune et vert. Voilà, départ correct de Marie-Josée avec sa grande foulée, mais Merlène Autet est partie très vite. Elle fait un superbe virage, Marlène Autet, Oniali aussi, et Marlène Autet va rentrer en tête. Est-ce que dans la ligne droite, Marie-Josée va pouvoir revenir? C'est pas sûr, car Guidry va également très vite. Et Marie-Josée maintenant qui démarre, qui revient sur Merlène Autet. Si elle va passer, oui, elle va passer. Fantastique doublé, extraordinaire. Marie-Josée Pérec est venue coiffer Merlène Autet dans 30 derniers mètres, sublissime. Fabuleux 30 derniers mètres de Marie-Josée Pérec. Elle avait fait 60 derniers mètres extraordinaires sur 400. Elle a fait 30 derniers mètres merveilleux sur 200. C'est Merlène Autet, la reine, qui est battue. C'est Marie-Josée Pérec, maintenant la reine de ces Jeux Olympiques. Alors Mirella, ça vous rappelle des souvenirs extraordinaires? Ah non, mais vraiment, j'en frissonne jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu l'opportunité de me rendre au JO en 96, de manière très spontanée. Atlanta, en Géorgie. En Géorgie, avec... Géorgie américaine, je oui, précise. absolument, avec Carl Lewis qui a pulvérisé des records, avec Johnson pareil. Enfin, c'était une période extraordinaire et elle a fait le doublé 200-400 médailles d'or. Et on est parti d'une manière spontanée. Je n'avais aucun ticket, rien. On a tout fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a eu la chance de tomber sur des gens qui parlaient français. Je les repère dans la foule. Je dis, tiens, je dis à ma copine Maïnoël, il y a des gens qui parlent français en contrebas. On a négocié des tickets à l'entrée. Et finalement, on les rencontre, on discute avec eux. C'était des Guadeloupéens qui étaient membres du CIO. Et grâce à eux, on a eu plein de cartons d'invitation. On a tout fait jusqu'à la cérémonie de clôture. Ouais. Et la cérémonie de clôture se fait extraordinaire parce que je me suis retrouvée avec une rangée où il y avait chaque personne qui parlait une langue différente. Et la chance de la vie, la synchronicité, chaque personne était capable de traduire pour la personne d'à côté. Donc on vit une espèce d'univers de langues différentes, de coupes d'habitudes, de gens du monde entier. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu au moins une fois dans sa vie parce que c'est extraordinaire. Et puis il y avait de grands champions à l'époque. Et quand on a vécu ça, on en garde un souvenir, mais impérissable. Alors on retrouve à la fois votre goût pour le sport, dont vous avez déjà beaucoup parlé, mais aussi votre goût pour les grands événements. C'est pour ça que je parlais de parenthèse grands événements. Oui. Donc il y a eu le sport. Oui, oui. Et puis il y a eu, on va le voir derrière moi aussi, il y a eu de grands concerts avec des musiciens extraordinaires. Oui, en fait, j'aime tout ce qui est artistique. J'ai un goût particulier pour le monde artistique et je vis des choses. En fait, je vis émotionnellement très fortement ce genre de moment. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion de voir Prince, de voir Miles Davis, de voir Tina Turner. On va aller voir défiler Voilà. derrière nous. Oui. Et Prince, j'ai eu la chance de le voir un an avant sa mort à Curaçao, et ce fut un concert mais majestueux, magique, enfin, qui vous emporte parce que là c'est le carnaval de Baï. Le carnaval de Baï, c'est encore un autre événement. On va en parler. Il y avait effectivement Prince. Et Prince, c'est un concert, on sait que, tout le monde sait que les formats américains, c'est 1h15. Il a fait 3 heures de concert. C'est qu'à un moment, le MC est venu dire le concert est terminé. Il s'est assis sur son piano. Il a laissé parler le cher monsieur, le cher MC. Il a dit, mais
il lui a dit, le concert est terminé. Il a repris le micro, il a dit, My name is Prince. Il a recommencé le concert. Mais 3 heures de concert grandiose. Et on a l'impression qu'il maîtrisait tellement son art, la foule, qu'il savait vous amener au niveau où il souhaitait. Et ils ont fait preuve d'une telle générosité. Il y avait 18 musiciens sur scène, mais tous puissamment talentueux. Et donc, ça vous donnait une espèce d'osmose entre le big band, la funk, du jazz, de la soul. Ce fut un moment magique. J'avais l'impression que j'étais en lévitation, que mon pied ne touchait pas le sol. Et la chance, c'est qu'à Curaçao, le festival, les hôtels sont tout autour et on était logés juste en face. Et quand je retourne à l'hôtel, je vois qu'il y a une aide d'honneur. Et c'était pour qui? C'était pour les musiciens. Les gens les applaudissaient, ils passaient au milieu. Tellement le moment avait été extraordinaire. Donc, pareil pour Tina Turner, il y a eu Beyoncé, il y a eu Santana. Enfin, et je prenais plaisir, d'autant plus que mon anniversaire, c'est fin août. D'aller à ce festival qui était ce fin août, c'était un petit peu mon cadeau pendant plusieurs années. Et là, c'est arrêté à cause du Covid. Et puis, je conjuguais ce moment d'anniversaire. Et parfois, je m'arrangeais pour être, par exemple, à Las Vegas, au moment de mon anniversaire, pour voir le Cirque du Soleil, déjà Michael Jackson, même si je n'ai pas eu malheureusement la chance de le voir, j'ai compensé comme ça. J'ai fait à la même période comment s'appelle cette ville, la Nouvelle-Orléans, j'ai fait Londres, etc. À chaque fois pour mon anniversaire, j'essaie de passer dans une ville où il y avait un événement fort. J'aime particulièrement ça, et puis j'aime cette dimension organisationnelle. Et c'est par exemple pour ça que quand je suis partie seule pour aller voir Beyoncé et Jay-Z, j'ai réorganisé un voyage qui était déjà prévu. Quand on m'a annoncé qu'il y avait ce concert, j'ai tout réorganisé. Heureusement, ça c'est l'éducation, que de parler anglais, donc ça aide de pouvoir voyager seule. Et j'ai le tempérament pour ça. Et de rester et de voir tous les détails organisationnels du concert. C'était majestueux. En fait, je suis restée jusqu'à ce qu'ils enlèvent, que les lumières soient éteintes et que je vois toute la machinerie qu'il y avait autour. C'était extraordinaire à voir comment les gars démontaient les appareils, comment ça entrait dans les camions, parce que 2 jours après, ils étaient à Miami. Il fallait que tout soit réinstallé. J'aime cette organisation-là, ce sens du détail et de la rigueur. J'adore ça. Et puis, il y a eu aussi, donc, beaucoup de concerts, on l'a vu, il y a eu aussi le carnaval de Bahia. Oui, le carnaval de Bahia, on va découvrir également. Effectivement, j'aime le carnaval. Je prends cet exemple parce que j'ai fait beaucoup de carnaval entre Trinidad, Londres, Antigua, Sainte-Lucie, Bahia et Rio. Bahia m'a particulièrement marqué parce que c'est une ville qui est 98% black. La ville est investie par toute la puissance économique de gens qui viennent de Sao Paulo. La ville est aux couleurs du sponsor, c'était de l'orange à l'époque, et vous avez 1 million de personnes pendant plusieurs jours qui font la fête. Et là, c'est juste un char que nous voyons, et vous voyez, c'est comme une scène de Bercy, avec des danseurs toute la nuit, avec des soirées qui ont lieu tout autour, qu'on appelle des camarotes, et vous vivez des choses. J'étais comme une enfant avec les yeux grands ouverts, alors que je suis habituée à organiser, à voir des choses, mais vivre ça, il faut aller voir ça. Et puis cette spontanéité qu'il n'y a pas forcément à Rio, parce que Rio, c'est les costumes, là, vous faites un carnaval un coup moindre, parce que ce sont des t-shirts que vous prenez, on les appelle, les carnavaliers, on les appelle les pipocas. Les pipocas, et vous avez juste le t-shirt du groupe. Donc j'étais avec le groupe Olodum qui accompagnait Michael Jackson dans son clip, comme tout le monde connaît. Et donc, des moments de chaleur intense, de vie et cet aspect de frénésie. Et vous voyez les dames qui sont en hauteur, ce ne sont pas des gamines, c'est vraiment des femmes avec des talons de 12 cm qui dansent toute la nuit. Et autour, vous avez des soirées où on s'organise dans ces camarotes pour que le haut du char arrive au premier étage de la soirée d'à côté, qui est en face. Donc, c'est vrai que vous êtes sur l'estrade, sur le balcon de la soirée, et vous regardez le char passer, et il y a toute une économie autour pendant 4-5 jours où ils créent des choses éphémères. En fait, vous vous imaginez, par exemple, un grand cabaret construit de manière éphémère pour 3 jours, climatisé, avec groupe à l'intérieur, des lives, des maquilleuses, des coiffeurs, une partie traiteur, etc. La seule chose, c'est que vous percevez que, même si la ville était 98% noire, dans certaines soirées, vous avez très peu de noirs. La fameuse soirée où laquelle je suis allée. C'est une question de moyens financiers. Question de moyens financiers, parce qu'à ce moment-là, certaines des soirées ont un certain coût et ne sont pas forcément accessibles à la population majoritaire de la ville. Donc ce goût pour le monde de la nuit, pour la fête, pour la paillette, même si encore une fois, on va le voir, hein, c'est loin d'être les seules choses que vous avez faites, il vous vient aussi un petit peu de tout ce que vous avez eu à travers le monde, que vous avez eu la chance de voir aussi. En fait, ça c'est venu un peu... Comment on va dire ça? J'aime le beau,
J'aime le fait d'être transporté, j'aime le côté artistique où on emmène un spectateur, un téléspectateur dans un autre univers. Et cette espèce de don qu'un artiste peut avoir et vous donner à oublier un instant votre vie quotidienne par son art, que ce soit de la peinture, que ce soit de la mode. Effectivement, j'ai défilé également sur Paris et à la Martinique. Ce sont des univers où on se transporte dans un autre monde, où on rêve pendant un instant. Et c'est pour ça que j'apprécie les artistes qui se donnent les moyens d'apporter cette dimension rêve aux gens qui viennent les voir et leur faire oublier leur quotidien et les transporter vraiment dans un autre univers. Ça j'aime. Et donc, j'ai toujours recherché ça au travers des voyages que j'ai pu faire. Et l'événementiel est venu vraiment par hasard. Les grands événements, je les ai faits concomitamment avant et après. Mais la partie événementielle, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. Bien sûr, on va parler même de la télévision. De la comme Azitata TV. À l'époque, c'était sur une autre chaîne, Martinique Première en l'occurrence. Et on va voir donc des photos d'une émission qui s'appelait Grand Format à l'époque. Oui, Grand Format. Alors, j'ai fait de la télévision 2 fois. Avant de faire de la télé à Martinique Première pendant une année où j'étais chroniqueuse le vendredi sur un format que je vais expliciter, j'ai été contactée depuis Paris pour intégrer l'équipe de France 2 avec Christine Bravo. Et j'ai passé un casting. Ils cherchaient quelqu'un depuis quelques mois. Ils voulaient en fait ce que j'appelle un mouton à 5 pattes, qui est à la fois le niveau d'études pour pouvoir s'exprimer, avoir une culture générale, quelqu'un qui soit à même de s'adapter au monde de la télé, qui soit capable de parler de son pays. Et alors, ça s'est fait, donc j'ai été sélectionnée tout de suite et j'étais avec Christine Bravo. La seule chose, c'est que j'ai arrêté et les gens étaient surpris parce qu'on attendait de moi quelque chose que je ne pouvais pas donner de mon île. Le côté un petit peu folklorique, on va dire. Folklorique et doudouisant, et ça m'a gêné qu'on me demande d'avoir tel niveau d'études pour ensuite parler d'une ambassadrice. Et je me suis dû à moi-même et à ma population martiniquaise de ne pas parler d'elle sur les antennes de cette manière-là. C'était le syndrome un peu compagnie créole, on va dire. Je ne le dirais pas comme ça, mais je pense que notre public, les téléspectateurs comprennent que ça me gênait de parler sous l'angle de folklore. Folklore négatif, pas les traditions. Je fais bien la différence. Les stéréotypes, on va dire, voilà. un peu les images. Les stéréotypes, parler du quimbois, etc. Ça m'a un petit peu dérangé, donc j'ai préféré renoncer. Et après, j'ai été rattrapée par la télé. Et on voit notamment notre ami David Diomandé, qu'on salue. On sait qu'il a eu de très très graves problèmes de santé. Oui, il est maintenant à Los Angeles et il continue ses activités. Et donc, on m'a demandé à ce moment-là d'animer une chronique sur les places to be, donc les endroits à connaître à travers le monde. Et j'ai eu plaisir à mener cette chronique chaque semaine. Et du coup, il m'a totalement fait confiance. Il me laissait conduire la rubrique comme je le souhaitais. Il ne me demandait même pas de quoi j'allais parler. Et donc, j'ai parlé des restaurants les plus huppés à travers le monde, des restaurants originaux, des concerts qui avaient lieu à la même période, où il fallait aller dans le monde, etc. Et je me suis vraiment éclatée, si vous me permettez, cette familiarité de langage. Vous avez langage. rencontré plein de personnes superbes, Fanny G, entre autres. Fanny G, Georges Décimus, enfin bon, l'occasion, comme ça m'arrivait à Paris, par exemple, de fréquenter des endroits, d'être invité chez Maxime, de rencontrer toutes les stars de Paris. J'étais l'une des rares filles black qui était présente au dîner. Il me dit, mais venez dîner avec nous, il ne vous demande pas qui est votre papa, qui est votre maman, c'est pour votre personnalité qui intéresse. Et on vous dit, venez à notre table. Donc je me suis retrouvée comme ça plusieurs fois avec des stars de la télé, de la radio, du cinéma à Paris, à table. Et puis il y a aussi d'autres médias qui se sont intéressés à vous, comme par exemple Créola, qu'on va voir également. Jusqu'au bout de la nuit avec Migrela. Alors voilà, ils ont cultivé un petit peu justement cette image de femme de la nuit, personne aimant la fête, etc. Oui. Et c'est une image que vous avez malgré tout un peu entretenue, même si vous faisiez beaucoup d'autres choses. En fait, je ne l'ai pas entretenue, ça s'est fait tout seul, vraiment. En fait, c'est vrai que cet article est né d'une première soirée que j'ai faite à titre personnel et qui s'est faite effectivement dans une très belle demeure du côté de la route de Didier où il y avait une vue splendide sur Fort-de-France. Et j'avais créé cet événement, j'avais à l'esprit tout ce qui est festival de Cannes, etc. Et j'ai recréé cette atmosphère et j'ai vu le tout Fort-de-France débarquer à ce moment-là. Et mes vigiles étaient en costard, ne pas, mais je tiens toujours à qu'il y ait cette espèce d'élégance. J'aime l'élégance à tout moment, dans ce que je fais, avec mes proches, dans les événements que j'organise. Comme par exemple, on va le voir, les 45 ans du Club Med. Je vous laisse continuer. Et en fait, j'aime que l'événement soit beau. C'est que je pars du principe que la personne quitte chez elle est allée chez le coiffeur, elle a acheté des chaussures, elle a acheté une robe. Il faut respecter cela
Et je me dois d'être à la hauteur de l'attente de mes invités. Et là, c'est une commande de M. Yann Monplaisir qui m'a souvent fait confiance et je le remercie une nouvelle fois. Il m'a dit, il nous a appelé, il m'avait appelé quelqu'un qui m'a dit, mais là, j'ai besoin que tu nous accompagnes sur ce projet. Et il m'a laissé carte blanche quasiment, c'est-à-dire que j'ai rédigé le projet. Il m'a dit, mais là, je rajoute juste une chose. Il n'a rien enlevé. Et j'ai adoré travailler avec lui. Parce qu'en dehors de l'homme politique, je ne parle pas de l'homme, je parle du manager, du chef d'entreprise. Il est d'une rigueur, d'une intelligence réactionnelle. Il comprend vite, etc. Et tout va vite. Et on a monté le projet en 2 mois. Et on a fait un événement fabuleux. Il y avait 800 personnes dans la fête. On a fait quelque chose de grandiose. Et il m'a mis une équipe à disposition. On a travaillé, on a collaboré. Et on a fait un événement qui a marqué. Et j'étais la première à faire venir Harry Roselmack en Martinique. Et après, il a été réinvité. Et donc, j'avais combiné plusieurs aspects pour que la fête soit belle jusqu'au bout de la nuit. Alors, ce goût pour l'organisation d'événements, on l'a retrouvé aussi. Alors, il y aurait tellement de choses à dire. Voilà, on est obligé d'aller un peu vite. Il y a eu aussi un concept que vous avez organisé avec EWAG qui s'appelait les dîners de Mirella. Oui, les dîners de Mirella. En fait, il y a eu à la fois de l'institutionnel et du... On va voir la photo d'ailleurs. Voilà, là, c'est la partie entreprise. J'ai travaillé, avant de parler du dîner de Mirella, j'ai eu le plaisir fortement de travailler avec des gens comme Patrick Chamoiseau, M. Glissant, etc. pour les... Là, c'était Patrick Chamoiseau, justement. Voilà, les 150 ans de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage et avec Mme Taubira à l'époque, pour faire en sorte que l'esclavage soit reconnu comme crime contre l'humanité. Donc des actions fortes. C'est pas je dis qu'il n'y a pas que le festif. On fait appel à moi pour la rigueur organisationnelle, les idées, la créativité, qui peut se traduire dans du festif ou de l'institutionnel. Les dîners, c'était ma partie précurseur. On me dit, mais là, tu es... C'était des dîners thématiques. Hein. Il y a eu aussi, par exemple, on va le voir, l'industrie du rhum. Oui, absolument. Donc l'idée était la suivante. C'est-à-dire que je me suis dit que je trouvais que le monde de l'entreprise, les gens ne se rencontraient pas suffisamment dans un contexte autre que ce qui est habituel. Pour cette raison-là, pour amener les gens à se rencontrer, pour donner des modèles à nos étudiants, à nos jeunes. Pour moi, cette partie est très importante. Leur montrer qu'on est martiniquais, on peut aussi faire les choses et qu'à la Martinique, c'est également possible. Et puis, pour montrer une image autre que celle de la plage, etc., de notre île. Et donc, j'ai la chance, par rapport à ma formation, de maîtriser le monde, tout ce qui concerne l'économie et la gestion. Donc, ça m'a permis d'avoir des échanges nourris et argumentés avec ces différents chefs d'entreprise. J'ai reçu les experts comptables, donc il fallait que je travaille, mon DSS de gestion m'a servi. Donc, pouvoir avoir des conversations structurées, argumenter, documenter, avec une part de il faut maîtriser à chaque fois. C'est-à-dire que quand les gens voient le dîner, ils se disent mais c'est un dîner. Non, ça me demandait des mois de travail avant d'arriver au dîner parce qu'il fallait maîtriser chaque thématique que je présentais. Donc je suis passé de l'exportation à la technologie en passant par le rhum, la culture. Donc à chaque fois, il fallait se renseigner le droit. J'ai reçu les avocats. J'ai été la première à réussir. On m'a dit que j'avais réussi un coup de maître à réunir tous les dirigeants du monde de la télévision et de la radio et des médias en Martinique. Ils sont tous venus et ça m'a fait plaisir. Je remercie tous mes invités de l'époque d'avoir pu répondre comme ça pendant 5 ans, tous les 2 mois. C'est un rythme à tenir tous les 2 mois pendant 5 ans d'organiser ces dîners qui étaient suivis d'un article dans le Bandit Mag après. Et on va également avoir des événements plutôt institutionnels, donc un petit peu plus centrés sur des entreprises, sur leur histoire, leur évolution, leur développement. Là, par exemple, ça s'appelle, de mémoire, c'était... C'est du live. Le groupe Orange, c'était au mois de janvier. Donc, j'ai été contactée pour pouvoir animer un webinaire, puisque le Covid amène à créer des projets sous d'autres formes. Et c'était leur façon d'organiser ce qu'on appelle le rendez-vous annuel qu'on fait généralement en début d'année pour faire le point sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est à venir, le bilan et perspective, en fait. Et donc, j'ai animé pendant 3 heures ce webinaire pour Orange avec son public de salariés sur les 3 départements. Ça a été un sacré challenge avec des animations, des intermèdes et c'est une très très belle expérience que j'ai vécue là également. Et puis très récemment, il y a eu le Hub Eco. Oui, le Hub Eco, donc c'était une idée. Les dîners que j'ai organisés ont amené France Entière à me contacter pour me demander de les accompagner sur les conférences qu'ils organisent. Là, le premier c'était M. Philippe Joc. Et donc je les accompagne sur la recherche des intervenants, sur l'organisation, briefer l'interlocuteur, voir les invités qui vont venir, y compris dans le public, etc. Et donc faire en sorte que ce produit, ce moment soit vécu avec, avec une valeur ajoutée forte pour les personnes qui viennent et puis apporter du contenu en information. Donc là, on avait eu M. Joc, le premier invité. Là, on a eu Philippe Béguet, qui est le directeur exécutif de... BPI France, la Banque publique d'investissement, et qui était l'occasion de montrer aux entreprises comment rebondir suite à la crise, quelles sont les opportunités qui nous sont proposées en termes de moyens d'accompagnement.
financiers et autres. On continue au galop, Mirella, avec la rubrique Matinique. Alors, on n'a pas de citation, mais je crois que vous avez quelque chose à nous dire en préambule de cette En préambule, rubrique. je dirais que la Martinique est une pépite qui est remplie de pépites au pluriel. Voilà, c'est la phrase que j'aime à retenir. C'est une pépite avec des aspérités. Il y a des gens qui sont en souffrance, mais c'est une pépite parce qu'on a une richesse historique, une richesse au niveau gastronomique, au niveau floral, au niveau Patrimonial. patrimonial. D'ailleurs, on va voir deux photos que vous avez choisies, Oui, oui. qui sont justement des photos de valorisation du patrimoine. Oui, à travers- absolument. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on n'a pas toujours su le valoriser. C'est qu'il y a des îles qui ont beaucoup moins que nous et qui font mieux que nous au niveau tourisme. Et on voit commencer à poindre cet aspect-là où on valorise notre Rhum beaucoup mieux qu'avant. On commence à valoriser notre végétation, notre luxuriance au travers des randonnées, des manifestations sportives, notre alimentation via la maison du manioc, etc., notre bel lait qui revient en force depuis quelques années. Et donc, ça, il ne faut pas qu'on perde de vue que nous avons beaucoup à proposer aux touristes et qu'il y a une économie qui a de quoi exister fortement autour de cela. Après, il faut travailler, et je dirais, c'est pour ça que j'ai parlé d'aspérité. On a beaucoup de talents chez nous à différents niveaux, culinaires, etc., gastronomique, musical, artistique. On a un foisonnement de talents. Peut-être aussi bien, je discutais avec des artistes américains qui me disaient qu'ils n'auraient jamais pu... Ils arrivent à trouver des artistes ici qui les accompagnent. Il n'est pas certain que l'inverse puisse se faire. Parce qu'on a cette capacité de s'adapter, parce qu'on a une diversité d'approvisionnement, de matériaux musicaux qui viennent de différentes influences, et nos artistes ont notamment cette capacité-là, il faut les en féliciter. Et donc, notre patrimoine nous permet d'avoir des outils de promotion. Les aspérités, pour moi, viennent de l'accueil qu'ils font encore travailler. On a encore cet aspect-là où le bas blesse. Notre offre hôtelière qui est insuffisante. Et j'ai tendance à dire qu'il faudrait qu'on nous fasse un plan Marshall pour revoir complètement nos infrastructures hôtelières. Et on a beaucoup de retard. C'est qu'on a été en avance dans les années 70. Là, les autres nous ont rattrapés. Et nous, maintenant, il faut qu'on rattrape. Et je prendrai deux exemples pour montrer à quel point notre patrimoine et nos arts ont de la valeur. Vous avez ce musée du Zouk. Alors, on va voir justement, je vous propose qu'on regarde rapidement cette vidéo sur le musée du Zouk à Luamba, Oui. et on revient au plateau. D'accord. Un accueil chaleureux au son du marimba, xylophone en bois typique de l'Angola. Dans la banlieue sud de Luanda, bienvenue dans le temple de la musique antillaise. À l'entrée, Pierre-Édouard Décimus, le cofondateur de Cassave, jette un regard bienveillant sur les visiteurs. Luis Paolo et Olivier ont rassemblé plus de 10 000 albums dans ce lieu unique au monde, inauguré en 2012. J'ai créé la Maison du Zouk en Angola parce qu'il y avait peu d'informations concernant qui fait le Zouk. Et aussi pour qu'on puisse comprendre que le Zouk a une grande force et un style de matrice africaine. Donc, ce musée du Zouk, il se trouve non pas aux Antilles, non pas dans la Caraïbe, il se trouve à Luanda, en Angola. Alors, j'ai pris cet exemple pour montrer, volontairement, pour montrer à quel point, parfois, on peut, de nous-mêmes, passer à côté de nos propres richesses. Et vous voyez que ce musée est ailleurs. C'est le seul musée consacré au Zouk dans le monde. Absolument. Et tant et si bien que cette musique a aidé à traverser la guerre fratricide qui avait occupé ce pays pendant quelques années, et ça a été vraiment terrible pour eux, et le Zouk leur a permis de tenir à ce point-là. Donc il faut qu'on le sache, qu'on se rende compte, et que nous autres politiques, personnes du quotidien, ne voyons pas les artistes comme des saltimbanques. Mais, et ce que je regrette souvent, je trouve qu'il manque encore ce respect de nos artistes pour les accompagner dans leur art, leur permettre d'en vivre. Parce que, est-ce qu'on pourrait imaginer un monde sans musique, M. Cromwell? Je ne pense pas. Sans art pictural, sans danse, etc. C'est ce qui nourrit. Et les gens se rendent compte, notamment pendant cette période d'interruption Covid, comment vous pouvez vite dépérir
et tomber dans des angoisses, etc., parce qu'il manque cette chose qui vous nourrit. Et j'allais ajouter un monde sans mémoire, puisque vous avez découvert au Canada, et on va voir aussi la photo de M. Montgomery et puis les photos des œuvres ensuite qu'il a exposées. Ce monsieur qui est au Canada et qui, lui, a mis en valeur, je vous laisse expliquer. Donc, en fait, c'est un New-Yorkais qui est photographe et qui a eu l'occasion de voyager à travers la Caraïbe et s'est rendu compte qu'il manquait cette dimension patrimoniale, ou patrimoniale, je ne saurais dire, parce qu'il voyait qu'il manquait de photos, des choses pour pouvoir mémoriser. Ouais. Et on va voir les photos, justement. Voilà, exactement. Et il a finalement parcouru le monde pour trouver des photos des Antilles. Il a été finalement aidé par des gens de la communauté. Et on a trouvé des photos d'exception. Ça, ce sont des pépites. On parlait de pépites tout à l'heure. Exactement. Là, c'est de Paz. On verra tout à l'heure qu'il a trouvé des photos inédites de l'éruption de la montagne Pelée. Et ces photos se trouvent aujourd'hui... On ne les aura pas, mais effectivement, on a... Dans un musée au Canada. Donc, vous imaginez tout cela, on est en Martinique, et comment un homme qui n'est pas de chez nous vous repère ce manque. Et je sais qu'il y a des images ici, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il a eu cette idée de collecter des choses. Je sais de les mettre en valeur. De les mettre en valeur. C'est ça que je veux dire, qu'on identifie, et c'est pour ça que je félicite ce groupe de jeunes, lequel il y a un de mes étudiants d'ailleurs, un certain Séridé, je l'ai découvert, qui ont eu l'idée de, peut-être à la faveur d'Instagram, de mettre en valeur des lieux. Et c'est parfois des choses qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui font tout leur effet et qui parcourent le monde. Donc il y a une réflexion, je pense, à mener autour de cela, sur notre Martinique, comment on la valorise pour les prochaines années. Il y a cet aspect-là qui me semble intéressant. Et vous qui avez formé beaucoup de jeunes, vous sentez que ce besoin de mémoire leur manque un peu ou est-ce qu'ils le revendiquent? Alors, il y en a qui... Alors, je forme des étudiants, effectivement, en licence tourisme et en master, qui font ce travail-là, qui travaillent sur notre nature. Il y a ce droit qu'ils ont mis, cette conscience de la chose. Ceux qui sont plus jeunes, peut-être moins, parce que je trouve qu'il y a encore un travail à faire au niveau de nos jeunes, au niveau éducation, et pour les accompagner sous des formes différentes, parce que là, je parlais d'éducation, il y a différents métiers qu'on peut exercer aujourd'hui, et partir du talent du jeune, ou peut-être l'amener à se rendre compte qu'il y a d'autres voies possibles, pas que des informaticiens, des médecins, des avocats. Il y a pléthore de métiers que l'on peut occuper en gagnant très bien sa vie d'ailleurs. Il y en a même qui gagnent mieux que le nombre de nos avocats. Je pense au métier de charpentier, par exemple. Il manque des charpentiers, et le jeune ne pense pas forcément aujourd'hui aller se former à ce métier, alors qu'il gagnerait très bien sa vie. Et on va d'ailleurs voir très rapidement une bande-annonce, justement, consacrée à un film qui s'appelle Compagnon, qui sort très bientôt, justement, qui parle justement de cet intérêt nécessaire des jeunes pour l'artisanat. Je m'appelle Naël, je viens du quartier de Bellevue. T'aimes faire quoi dans la vie? Y'a pas un truc qui te plaît? Je t'ai pas inscrite à notre prochaine sortie, c'est dommage. Hein. C'est pour vous faire découvrir des nouveaux métiers. Comme gratter des murs pourris? Il n'y a pas de mépris à avoir pour le travail manuel. Hein. Les mains aussi, elles peuvent être intelligentes. Bienvenue chez les compagnons. Je vous présente notre mère. Notre mère, genre Marie, Jésus et tout. Toutes les maisons des compagnons, elles sont dirigées par une mère qui aide un peu les jeunes au quotidien. Pour un patron qui veut embaucher, un jeune qui est formé chez nous, c'est un gage de qualité. Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons? Vous me voyez dans votre truc de l'excellence, là? Alors, on l'a bien compris, Mirella, c'est un exemple, effectivement, de cette chance qu'on peut donner à des jeunes d'aller vers des activités auxquelles ils ne penseraient pas, enfin, des métiers même auxquels ils ne penseraient pas forcément, et pour lesquels, souvent, ils sont doués. Oui, très souvent, c'est dès qu'on peut découvrir, en observant les jeunes pendant leur parcours, comment ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui les interpelle, pour identifier des voies non classiques ou évidente en apparence que tout le monde fait. Et justement, il faut aller chercher ces niches-là, ces niches de compagnonnage ou autres. J'ai pris cet exemple parce que je savais que ce film allait sortir pour illustrer mon propos, mais c'est juste pour montrer qu'on peut trouver des voies, qui soient des voies de l'excellence, dans lesquelles le jeune s'épanouit à cette opportunité, avec en plus, quand vous faites du compagnonnage, vous êtes dans l'excellence, mais dans l'excellence à tous les niveaux, dans la pratique de votre art, mais dans vraiment de votre posture. Et je pense qu'en combinant les deux, on est dans ce qu'il faut atteindre. Oui. Mais le problème, c'est que ces jeunes, notamment pour l'apprentissage, on sait qu'il y a un certain nombre d'organismes aujourd'hui, de centres de formation d'apprentis notamment, ont du mal à trouver des entreprises d'accueil. Et ça aussi, c'est un souci.
Alors, en fait, la difficulté est née, alors, ça n'a pas existé, M. Comel, pendant des années. C'est-à-dire que j'ai formé des jeunes depuis une trentaine d'années. S'il est théoriquement aisé de trouver, il y a encore des entreprises, comme, par exemple, pour en citer une comme EDF, il y a les banques aussi qui accompagnent toujours. Le Covid est venu un peu freiner les choses, parce que forcément, quand on ne connaît pas, on ne sait pas comment gérer. Il y a des problèmes de contamination. C'est surtout le Covid qui a freiné. Et puis, il faut aussi dire, malheureusement, autre aspérité, que certains jeunes ne s'en comportent pas toujours très bien. Il y en a qui sont brillants, j'ai eu vraiment de vraies pépites aussi, mais il y a ceux qui peuvent ne pas avoir le bon comportement en entreprise et ça peut éventuellement refroidir. Mais il ne faut pas que les moins bons, je veux pas pour ceux qui ont une opportunité de faire, parce qu'il y en a qui sont vraiment très bons. J'ai eu la chance de tomber sur des étudiants qui aujourd'hui ont fait de sacrés parcours, et que je recroise après et qui ont des discussions avec moi extraordinaires parce qu'ils me disent « Chantal, mais vous n'avez pas changé, vous dormez dans un réfrigérateur » ou qui me disent que tous mes cours leur servent jusqu'à aujourd'hui dans leur vie personnelle. Ouais. C'est que je schématise souvent mes cours, je fais des schémas qui permettent de mémoriser, de structurer la pensée et ils me disent que ces schémas-là leur servent jusqu'à aujourd'hui. Parfois je ne les reconnais pas dans la rue, ils me reconnaissent, ils me disent « Chantal, vous savez, vous avez appris telle chose, ça me sert aujourd'hui, ça fait plaisir ». On continue au triple galop et on arrive à la rubrique politique. Alors, la politique, vous avez fait un choix qu'on va voir tout à l'heure, qui est un choix de parler plutôt, on va dire, de personnalité à dimension universelle, très clairement. Oui, oui. Mais avant ça, on va regarder la citation que vous avez choisie pour cette rubrique. Alors, la politique n'est qu'une certaine façon d'agiter le peuple avant de s'en servir. Donc, c'est plus pour... Ça situe bien ce que vous pensez des hommes politiques, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Des femmes politiques? Non, pas du tout. C'est juste pour montrer comment quelqu'un a pu penser à l'époque. Ça peut éventuellement s'appliquer à certains pays, mais j'irai au-dessus de cela pour parler de l'engagement. Et là, il y a du cynisme dans le propos de Talleyrand, et je l'ai utilisé à dessein, pas parce que c'est ma façon de penser, mais pour montrer que certaines postures peuvent laisser penser à. La politique, c'est la gestion de la cité, donc c'est une question d'engagement. Aujourd'hui, je parlerai de deux choses. Avant de parler de modèle exemplaire, je parlerai de quelque chose qui me peine. Après avoir parlé de joie, je reviendrai sur les modèles pour finir sur un aspect beaucoup plus positif. J'ai de la peine quand je constate la montée de l'extrémisme aujourd'hui. De l'arrivée de certaines personnes sur la scène politique, du comportement, encore récemment, d'un élu bulgare, je crois que c'est un bulgare à la Commission européenne qui a fait un salut hitlérien, de ce groupement de jeunes catholiques qui sont prêts à prendre les armes, pas de manière réelle, hein, pour défendre leur point de vue, l'arrivée de... Je n'ai même pas vu le nom, mais de monsieur sur la scène française. Monsieur Z. Un certain monsieur Z, parce que c'est vraiment triste à constater, quoi, parce que surtout qu'on sait que quand on suit le monde de la politique et surtout le monde des médias, on voit qu'il est arrivé, c'est un certain monsieur Bolloré qui est allé le chercher, qui l'a mis là. Et depuis 10 ans, ça m'a fait me poser des questions sur le rachat de Canal+, le fait qu'on ait démantelé tout ce qui faisait l'ADN de Canal, c'est-à-dire les marionnettes, etc., qui avaient cet esprit critique. Et je trouve qu'il accompagnait la pensée, le recul de chaque individu, parce qu'il y avait cette ironie, cet humour. Et c'est ça qui faisait la force de la France sous certains aspects, et qui permettait au kidam français d'avoir du recul. Aujourd'hui, je trouve que tous ces aspects-là sont petit à petit enlevés, et il y a des choses dont on ne peut plus parler, dont on ne peut plus rire, etc. etc. Je trouve ça dangereux pour la démocratie, très personnellement. Et puisqu'on c'est en plein dans notre actualité, M. Poutine, qui aujourd'hui est en train peut-être de déclencher un nouveau conflit, qu'on n'espère pas mondial, mais voilà. Disons que l'URSS a vécu des heures sombres, on a connu la guerre froide. Aujourd'hui, on a l'impression de revenir à des temps qu'on le pensait révolus. Que la Russie a à nouveau des ambitions soviétiques, on va dire. Je n'ose même pas trop me prononcer parce que j'ai des pensées assez dures et assez strictes sur ce genre de sujet, de personnages. Donc, je préfère encore parler d'hommes qui ont fait preuve de dignité. Comme par exemple, on va le voir, oui. Monsieur Gandhi. Oui, Mahatma Gandhi qui s'est battu pour l'Inde, face à une puissance coloniale énorme qui était l'Angleterre,
et qui est arrivé à obtenir l'indépendance de l'Angleterre. Il a été assassiné, certes, mais il est arrivé à force de volonté, de détermination. Aujourd'hui, je trouve que des hommes comme cela manquent un peu, et la force de la conviction. La force de la conviction, c'est pour ça que j'ai pris quelques exemples d'hommes comme lui, comme je ne sais pas lequel. On va voir Nelson Mandela ensuite. Nelson Mandela qui a fait preuve d'une persévérance telle que 27 ans en prison parce qu'il a une idée qu'il voulait défendre. Il a été emprisonné, il est allé au-delà, vous imaginez, 27 ans en prison, c'est juste... Il a donné sa vie quasiment. Il a consacré sa vie à son pays et il a réussi à devenir président d'un pays où il y a eu l'apartheid. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est gigantesque ce qu'il a pu faire, et sans rancune, sans haine. À solidariser, et avec en plus une traduction au niveau de l'équipe de rugby qu'il a réussi à mélanger des... Avec le fameux film Invictus qui avait retracé un petit peu tout ça. Clint Eastwood, Invictus, réalisé par Clint Eastwood. Donc, des parcours comme ça, pour moi, doivent être rappelés. Et du coup, il avait obtenu le respect, l'admiration de tous les hommes politiques de la planète. Extraordinaire. Et celui qu'on va voir juste après, qui lui reste voilà, un peu celui qui a donné un très très grand espoir à un moment donné. Oui. On ne sait pas s'il est allé au bout de cet espoir. Beaucoup de gens sont aujourd'hui sceptiques sur les véritables retombées de l'ère Obama. En fait, il a été contrecarré dans ses projets par le Congrès américain qui était entre les démocrates et... j'oublie l'autre terme, l'autre parti. Il s'est retrouvé... Les républicains. Les républicains, démocrates et républicains. est difficile, quand on n'a pas la majorité au Sénat et au Congrès, de mener à bien ces projets. Et puis, forcément, l'aspect sombre des Américains qui est revenu, parce qu'on sait que les États-Unis ont connu des heures sombres, qu'il y a 40 ans avant, il y avait Martin Luther King qui était assassiné. Il y a encore des choses qui... C'est quand même déjà extraordinaire qu'il soit arrivé à être élu, qu'il ait eu 2 mandats. D'accord, et je suis effectivement partie, autre événement fort, je suis partie pour son investiture, son élection, et j'étais invitée à l'investiture après, mais comme il faisait très froid, j'ai dit non, je ne vais pas dans le froid, mais j'avoue que je suis partie pour être aux États-Unis le jour de l'élection et être dans les quartiers noirs, etc., pour vivre ce moment-là qui était historique. Donc des hommes comme cela, même s'il n'a pas eu toute la latitude de mener à bien les projets qu'il avait, il a été nommé président, il a eu 2 mandatures. Et malheureusement, après lui, il y a eu Trump. Oui, ce sont les excès des États-Unis. C'est un pays qui est capable des choses les plus fortes, d'un côté comme de l'autre. Et puis on termine avec une dernière photo, un certain Pepe Mujica. Oui, alors lui, j'ai pris son exemple. C'est un président uruguayen. Président uruguayen, et qui a fait le choix, pendant sa présidence, de rester habité chez lui. Il avait juste chez lui, dans sa maison personnelle. Dans sa maison personnelle, de reverser une partie de son salaire pour des logements. Donc il gagne une partie à continuer à planter ses fleurs avec sa femme, etc. Donc cette espèce d'abnégation et d'humilité, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nos hommes politiques qui seraient capables de cela. Et c'est pour ça que j'ai pris ces différents exemples pour illustrer la dimension politique. Je l'ai vraiment fait à dessein. Et c'est un monsieur que je dis s'est retiré de la politique, il continue dans la même sobriété. Il avait juste à l'époque 2 policiers qui assuraient sa garde, mais pas plus que cela. Et son pays, il a très bien géré, parce qu'il a remis l'Uruguay à un niveau économique tout à fait raisonnable par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud. Et ce sont des personnes qui méritent d'être saluées. Alors Mirella, on arrive à la fin de cette émission qu'on a vécue à vitesse grand V, mais un peu comme votre vie extrêmement riche, dense, avec beaucoup de pics, parfois un peu de calme. Oui. Quels sont vos projets aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, parce que vous êtes encore jeune? Oui, il y a encore plein d'idées. Il y a encore plein d'idées que je ne vais pas dévoiler ici. En fait, aujourd'hui, j'essaie de conjuguer la dimension relationnelle, personnelle, de qualité de vie, de qualité de relation à l'autre. Et je pense que chacun peut contribuer. On va voir d'ailleurs la citation que vous avez choisie en guise de citation de fin. Absolument. Et je voudrais revenir rapidement sur la notion d'engagement, le rôle des associations aujourd'hui, qui comble parfois ce que l'élu ne peut pas faire. Il ne peut pas tout faire de toute façon, grâce à la proximité qu'il peut avoir avec la population. Et effectivement, prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir aux autres autour de vous. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit de Nelson Mandela, la phrase. Hein, normalement, si. C'est Nelson Mandela, très bien. Oui, c'est Nelson Mandela, normalement, oui.
lui. Si ce n'est pas lui, c'est Gandhi. C'est l'un des deux. Donc, et je pense que c'est Mandela. Oui, c'est Mandela. C'est Mandela. Et je trouve que c'est important, chacun, d'apporter sa pierre à l'édifice, sa petite graine, parce que c'est chacun qui contribue à son bonheur, mais à celui de ceux qui l'entourent. Et si tout le monde fait ça, on va parler d'essaimage, pas de ruissellement, mais d'essaimage, parce que le mot ruissellement appartient à quelqu'un d'autre, dans la sphère politique, et je parlerai d'essaimage autour de soi pour partager et vivre ensemble. Merci beaucoup Mirella, bon vent à vous, avec plumes et paillettes si vous le souhaitez, de façon beaucoup plus sobre si vous le souhaitez aussi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, à très bientôt sur Zee Tata TV.